Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers lecteurs, lectrices, bienvenue à la remise du prix du deuxième roman, dont Sorge Chalandon est le président depuis maintenant 13 ans. Monsieur le Président, daigneriez-vous nous présenter le jeune homme qui est avec nous et la raison pour laquelle il est ici? Alors, je vais prendre son livre. Ce jeune homme s'appelle Benoît Coquille. Et nous avons décidé que son livre, qui s'appelle Petites choses, aurait notre prix, le prix du deuxième roman. C'est marrant, généralement, c'est plus officiel, non? Là, j'ai l'impression qu'on est entre nous, on discute comme ça, mais il n'y a pas ce côté cérémoniel. Là, il y a... Ah, parce qu'ils sont tous en train de picoler, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, Petites choses. Je dis un peu de quoi nous parle Benoît, évidemment. Hein. Oui. Avez-vous entendu parler des époux Wasson? Personne, ok, d'accord. Avez-vous entendu parler de la psilocybine? Oui. C'est un champignon hallucinogène. Les Occidentaux, j'en fus, enfin, je suis encore, à un moment donné de notre existence, on a été confrontés aux champignons hallucinogènes, par exemple. C'est-à-dire que des jeunes, les hippies, les beatniks et d'autres, sont amusés avec ces substances. La CIA s'est amusée avec ces substances. Les laboratoires Sandoz sont amusés avec ces substances, qui étaient notamment qu'on trouvait au Mexique. Et son travail, son livre, c'est une épopée. C'est une formidable épopée parce que on n'aurait pas dû abîmer ces champignons, on n'aurait pas dû les cueillir, on n'aurait pas dû les importer, on aurait dû les laisser là où ils étaient. Les champignons hallucinogènes, notamment dans des endroits du Mexique où des chamans, il y a une très belle chamane dans son roman, où des chamans les utilisaient. C'était des petites choses, qui est le titre du livre, qui étaient utilisées, c'était des petites choses qui étaient utilisées à des fins quasi religieuses, pour les trans, pour les chants, justement pour la beauté des choses. Et ne voilà pas que ces époux Wasson, dont américains évidemment, new-yorkais bien sûr, un banquier qui se pique de mycologie et qui pense être un chercheur, ces gens-là, hommes et femmes, vont aller jusqu'au Mexique pour déranger cette chamane, pour regarder ce qu'elle fait, pour la regarder vivre, pour trouver hallucinant d'abord ce que font ces petits champignons, ces petites choses sur l'organisme. Parce qu'eux, évidemment, découvrent la violente intrusion de ces champignons hallucinogènes dans le corps humain. D'autres vont l'utiliser, évidemment, mais eux sont les premiers à le découvrir. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de découvrir un psychotrope qui est inconnu en Occident. Et donc, ils vont en user, ils vont en abuser, ils vont le dire. Va arriver tout ce qu'il y a de plus moche chez nous, en Occident. Nous allons assister à une réappropriation culturelle qui fait que ces champignons qui auraient dû rester là-bas avec cette chamane formidable, ils vont être utilisés, ils vont être volés, ils vont être violés, ils vont servir à autre chose qu'à une religion ancestrale, qu'à des gens qui en avaient besoin, qu'à des cérémoniales qui étaient basées dessus. Donc ce qu'il nous propose, c'est quelque chose qui est assez formidable, c'est de nous regarder un petit peu dans les yeux. On a merdé encore une fois, hein. C'est-à-dire que là, pas nous à Laval. Je ne pense pas qu'il y avait de Lavallois dans le programme, mais en tout cas, encore une fois, on va quelque part, on détruit tout, on saccage, et on laisse là-bas ce qui reste, c'est-à-dire plus rien du tout. Et donc moi, j'aime beaucoup cette histoire d'abord parce que c'est pas forcé d'aimer parce que ça vient d'une histoire réelle, mais ça me touche beaucoup de savoir. Je ne savais pas, moi, tout ça. J'ai découvert que ces gens existaient, que ces hommes, cette femme et cet homme avaient existé. J'ai découvert tout ça et ça me touche beaucoup parce que tout d'un coup, c'est comme quand on a un téléphone portable et qu'on se rend compte que l'un des composants est enlevé à main nue par des enfants malfamés ou affamés. Oh, c'est joli, malfamés. Par des gens malfamés qui utilisent des enfants affamés. Et j'aime bien ça, j'aime bien savoir d'où ça vient. Ça, c'est une chose. L'histoire me plaît, l'histoire vous plaira, j'en suis sûr. Mais il y a autre chose encore qui me touche infiniment et dont on parle très peu dans la littérature, y compris ici, c'est le style. Il y a une très belle langue, il y a une très belle écriture. Et les terriennes et les coquines
elle est rigolote, elle est tragique. Cet homme ne s'amuse pas avec les mots, mais il s'amuse avec la musique des mots. Et donc, on tombe sur quelque chose qui est non seulement intéressant, non seulement intelligent, non seulement érudit, mais qui en plus est léger comme un conte pour enfants, ce qu'il n'est pas. Et je trouve ça formidable, et c'est pour ça que ce livre-là est aujourd'hui a aujourd'hui le prix du deuxième roman de Laval, avec beaucoup de joie de ma part, et je pense beaucoup de joie de la vôtre lorsque vous l'aurez ouvert. Et vous saurez désormais arrêter les champignons, quoi, passer à autre chose, la bière, le vin, je ne sais pas quoi, mais arrêtez d'embêter les chamans mexicains. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Benoît Coquille, j'ai ouï dire, ou j'ai lu quelque part, que ce deuxième roman était parti d'une histoire de t-shirt, que vous aviez déchiré votre t-shirt, qu'il fallait en trouver un autre vite fait, et en allant sur le marché chercher un t-shirt. Waouh, idée de deuxième roman. C'est une légende urbaine ou bien? Non, c'est pas une légende. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Je n'avais pas besoin de t-shirt. Je suis tombé sur ce t-shirt, effectivement. En fait, j'étais en voyage au Mexique et dans un stand, tout ce qu'il y a de plus banal, dans un grand marché à Oaxaca, donc une grande ville du sud Mexique. C'est Maria Sabina elle-même qui s'est tournée vers moi sous la forme d'un imprimé sur un t-shirt. Enfin voilà, j'ai découvert un t-shirt où était imprimé le visage d'une vieille femme. Voilà, toute ridée, cheveux blancs, une cigarette au bec, la chamane en question. Et en dessous, c'était écrit Maria Sabina, prêtresse des champignons magiques. Et donc voilà, ça m'a interpellé, évidemment. J'ai embarqué le t-shirt et puis en ayant demandé à l'ami qui m'accompagnait dans le marché qui était cette Maria Sabina, il en savait un petit peu. Et puis, avec le t-shirt, j'ai ramené l'idée, cette idée qui m'a trotté en tête. J'ai commencé à faire des recherches un peu dans tous les sens sur cette histoire. Et puis voilà. C'est parti. Alors, on a beau chercher dans ce deuxième roman la mention, toute ressemblance avec des personnes ne serait que fortuite. Elle n'est pas là, puisqu'effectivement, les héros, enfin moi, les protagonistes de ce roman ont tous existé. Que ce soit Maria Sabina, que ce soit le couple Wesson, que ce soit Albert Hoffman, oui. Albert Hoffman, le chimiste suisse de chez Sandoz. Tout ça sont des personnages réels. Est-ce que leurs interactions sont vraiment passées comme ça, ou est-ce que là apparaît la dose de fiction et vous les avez modelés, vous les avez tiraillés, vous avez joué le marionnettiste pour les faire se rencontrer? En fait, la fiction, elle est assez peu présente dans ce livre. Je pense qu'il y a 10% de fiction, peut-être, s'il fallait quantifier. Tout est vrai, ou presque. Les interactions que je raconte ont eu lieu. Je suis intervenu par la fiction sur des scènes très très zoomées, en fait, où on est au plus près des personnages et où là je me suis permis d'imaginer les livres qui sont sur leur bureau, mais c'est vraiment de l'ordre du détail. Et puis la construction romanesque, elle est de mon ressort. La maison de la chamane, par exemple, où il y a plusieurs scènes dans ce qui est entre une maison et une hutte. Ça, c'est quoi? C'est une documentation? C'est votre invention? Beaucoup de documentation. Ouais, c'est une période importante de l'écriture du livre. Il y a eu un long travail de recherche qui est passé par une masse de documents très hétéroclites. Donc la vie de Maria Sabina, pour commencer, puisqu'il y a eu un long récit ethnographique qui a été fait sur elle, où elle raconte sa vie à la première personne. Et puis, c'est passé par des ouvrages de mycologie hyper pointus, avec des tas de noms latins. Vous avez joué les Gordon Wasson, alors, pour connaître ce champignon? Les Wasson eux-mêmes ont beaucoup écrit. Donc, il y avait une source comme ça très abondante. Et puis, beaucoup de récits de tripes aussi, qui ont été écrits dans les années 60-70. Enfin, voilà. En fait, je me suis retrouvé face à une montagne de documentation, presque trop, dans laquelle il a fallu piocher et trier pour pas être noyé. Mais pour revenir à la question, effectivement, la plupart des choses qui sont racontées là-dedans sont vraies. Alors, c'est un peu votre marque de fabrique, Benoît Coquille. Si on se souvient de votre premier roman, Buenos Aires n'existe pas. Vous mettez en scène Marcel Duchamp. C'est pareil, c'est un ouvrage très documenté sur les errances de Duchamp en Argentine. C'est comme ça que vous travaillez? C'est comme ça que vous aimez travailler?
Jusqu'à présent, c'est comme ça que j'ai travaillé. Ouais. En fait, pour le premier, effectivement, j'avais beaucoup lu sur Marcel Duchamp. Je connais bien l'Argentine parce que c'est un domaine de recherche en tant qu'enseignant-chercheur, et l'Argentine en particulier du début du XXe siècle. Et là, en fait, quand je suis tombé en lisant une bio de Duchamp sur ces quelques mois qu'il a passé à Buenos Aires et dont on sait presque rien, je me suis dit là, il y a une matière qui me plaît. Alors, il y a beaucoup de documentation déjà, un peu moins que pour celui-ci. Il y a un peu plus de fiction, puisque justement, mon idée était de raconter 9 mois, de combler ce vide, en fait. de combler un blanc biographique. Donc là, je me suis permis d'émettre des hypothèses de ce qu'avait pu voir, faire Duchamp à cette époque. Alors, excusez-moi, parlez-nous, Benoît, de ces personnages, des petites choses. Est-ce que c'est le personnage principal? En tout cas, Maria Sabina a une grande place dans ce roman. C'est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne? C'est une prêtresse qui a inventé un moyen de communication avec l'au-delà, qui soigne les Mazatèques. Mais alors en même temps, est-ce qu'elle vend? Est-ce qu'elle trahit son peuple? Est-ce qu'elle trahit sa nature? Comment la décrire au-delà des faits? Maria Sabina, moi j'ai tendance à la voir comme la grande victime de toute cette histoire quand même. Hein. Elle finit par trahir effectivement la tradition ancestrale, mais bien malgré elle, poussée par les Wasson, dont parlait Sorge tout à l'heure. Et elle n'invente pas cette pratique rituelle, elle l'hérite, puisqu'elle n'est vraiment pas du tout la première à être une sage qui pratique ces rituels à base de champignons hallucinogènes. Elle hérite d'une pratique qui est très très ancienne, qui date d'avant même la conquête espagnole, bien avant. Donc on est chez les Mazatèques, hein, c'est une ethnie du sud du Mexique qui parle le mazatèque, qui parle peu espagnol encore dans les années 50. Et Maria Sabina, elle goûte ses premiers champignons, donc les psilocybes, vers 8-10 ans, donc très très jeune. Et elle sent immédiatement qu'elle a une forme de don, de divination, de communication avec l'au-delà, par le biais des pouvoirs du psilocybe. Et elle va devenir elle-même, après avoir beaucoup vu enfant des rituels d'ordre chamanique, même si le mot chaman n'existe pas chez les Mazatèques, mais c'est similaire, elle va devenir elle-même une guérisseuse, donc on dit plutôt guérisseuse en fait, ou sage. Et les champignons, donc qu'elle appelle les petites choses, hein, là le titre vient d'une des formules qu'elle a pour les nommer. Alors on les appelle aussi les petits enfants, les chérubins, la chair des dieux, et tous les noms mazatèques qui sont employés dans votre roman. Petite chose, en fait, c'est cositas en espagnol, c'est elle qui le dit, c'est un des rares mots espagnols qu'elle prononce. Elle les appelle les cositas ou les niños santos, donc les enfants saints. Elle a plein de périphrases comme ça très affectueuses pour ces champignons qu'elle n'appelle jamais champignons, parce que c'est pas du tout des champignons pour elle, c'est vraiment de l'ordre de l'ange ou du chérubin un peu, et des messagers qui permettent de lier les deux plans, quoi. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. On parlait justement... Alors, pour poursuivre votre réponse, est-ce que vous avez dans vos recherches trouvé des traces d'efficacité, de guérison via ce remède que sont les petites choses? C'est difficile à dire. Est-ce qu'elle est vraiment guérisseuse ou est-ce que c'est... Oui, ça avait une effectivité parce qu'on est dans l'univers de croyances mazatèques et que dans cet univers-là, ça fonctionnait. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est très polyvalent, les cositas, les champignons pour Maria Sabina. Ça sert en premier lieu à guérir les corps et les esprits, donc les gens viennent pour se faire soigner par elle. C'est elle qui ingère les champignons et le patient n'en mange pas. Ça sert aussi chez les Mazatèques, ça sert aussi à donner des nouvelles des gens qui sont loin. Donc c'est une espèce de courrier postal. Alors les Wasson eux-mêmes, je crois, expérimentent pour leur fils qui est à Berlin, je crois, ou en Europe. Ils prennent des nouvelles de leur fils par les champignons, ouais. Et puis ça sert aussi parfois à prédire l'avenir en quelque sorte, à retrouver des objets perdus. Enfin voilà, c'est très très utile à plein de choses. On peut même deviner sa mort, avoir une vue sur sa propre mort. Il y a des effets comme ça de divination en fait par les champignons chez les Mazatèques. Ouais. Alors les Wasson, sans Chalandon, on dit que ce sont purement des escrocs, des faux chercheurs. Effectivement, ce banquier et son épouse se
alors, ont une passion commune. Pourquoi? Parce qu'elle adore les champignons d'origine russe et lui peut pas les blairer, peut pas les supporter. Et en se découvrant comme ça, eux-mêmes vont faire des recherches sur les champignons. Alors, ils vont remonter jusqu'à Maria Sabina et ils vont être invités à sa cérémonie. À la deuxième visite, Wesson invitera un photographe, amènera avec lui un photographe. Et là, ce sera dans la boîte. Il y aura même des enregistrements qui seront faits des cérémonies. Et puis, il y a cette fameuse interview au magazine Life, qui est le Paris Match, à l'époque, le Paris Match américain, qui tire à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Et puis, c'est là que tout part à volo. Oui, c'est un peu le noyau, le point de bascule dans le livre, en fait. Donc les Wasson, au milieu des années 50, entendent parler de ce psychotrope encore inconnu de l'Occident, suivent cette piste, donc ils vont au fin fond du Mexique, ils rencontrent un premier chaman qui accepte de leur montrer qu'ils assistent à la cérémonie, mais simplement de façon passive, extérieure. Et puis, lors d'un deuxième voyage, ils rencontrent Maria Sabina elle-même, qui est la première à accepter de leur faire goûter aux champignons. C'est un peu le moment fondateur. C'est les premiers occidentaux à connaître cette cérémonie. Oui. Il y a une photo donc, du photographe que tu évoquais où, voilà, c'est la main tendue avec le champignon qui a été comparé à la scène de Michel-Ange avec les deux bras tendus. Enfin, bref, il y a une mythologie qui s'est créée autour de cette scène. Et donc les Wasson goûtent, expérimentent pour la première fois en tant qu'occidentaux ce champignon-là. Et puis au moment où Maria Sabina les voit repartir pour New York dans leur petit avion, juste avant, tel que ça a été raconté en tout cas, elle leur fait promettre de ne rien dire ou pas trop, bouche cousue sur ce que vous avez vu, expérimenté, etc. Parce qu'elle pressent que voilà, il y a une découverte qui s'est faite qui est fondamentale pour eux et qui risque de tout emporter sur son passage. Et évidemment, en bons américains, j'allais dire, ils s'empressent de dévoiler le secret. Alors, on ne les soupçonne pas empressés de donner le secret, mais effectivement, il y a cette trahison, parce que Wesson, il vend son magazine à Life. Il empoche une poignée de billets verts au passage, quoi. Il y a une somme d'argent, et puis surtout, il y a sa notoriété à lui qui est en jeu. Alors effectivement, ils ne sont pas chercheurs. Enfin, elle est pédiatre, lui, il est banquier. Ils sont chercheurs autodidactes, mais ils ont quand même acquis déjà à cette époque-là un sérieux scientifique. Ils ont écrit beaucoup de livres, etc. Mais là, ils sentent qu'il y a une découverte qui va être vraiment, qui va changer leur carrière, qui va les propulser sur le devant de la scène. Donc il y a cet appétit de savoir d'abord, et puis cet appétit de reconnaissance scientifique, de gloire qui les attire aussi beaucoup. Et donc voilà, ils publient dans Life un énorme photoreportage de 20 pages. Donc on peut imaginer que du jour au lendemain, les États-Unis tout entiers apprennent l'existence de cette Maria Sabina, du champignon et de tout le reste. Alors, une info qui traverse même l'Atlantique, puisqu'elle atterrit même en Suisse, et notre Wasson est convié à rencontrer le professeur Hoffman, des laboratoires Sandoz, et qui lui remet champignons, et le professeur Hoffman arrive à synthétiser la psilocybine. La psilocybine. Et il y a une scène très bien écrite, on croirait qu'elle est vécue sur ce que vit. Alors lui-même, Hoffman expérimente lui-même l'effet d'abord du champignon, et après des petites pilules qu'il invente. Et on a un beau reportage sur une transcendance via la petite chose. Oui, alors en plus, on est dans un contexte où il y a une attente occidentale de ce côté-là, de la CIA aux États-Unis, mais aussi du public qui, voilà, on est juste avant l'ère psychédélique. Donc il y a une forme d'appétit comme ça pour des nouvelles religiosités, pour des nouvelles expériences de perception modifiée, etc. Et donc quelques années avant l'histoire que je raconte, Hoffman a synthétisé le LSD dans les années 40. C'est la grande figure du LSD. Il l'expérimente malgré lui. C'est une histoire assez connue où il était à vélo, il commence à triper à vélo parce qu'il s'en est mis dans l'œil en fait dans le laboratoire. Et puis quelques années après, c'est au tour du champignon psilocybe d'être synthétisé. Et là, c'est un peu le début de la fin, quoi, pour le champignon en tant qu'élément sacré, puisqu'il va être synthétisé, fabriqué
de façon industrielle par les laboratoires sans dose. Alors ce champignon, il guérit, il donne des nouvelles de nos proches, et puis après, il permet de voyager dans un papier peint des années 70, et c'est pour ça en fait, qu'il est commercialisé, et là débarquent tous les consommateurs au pays Mazatec. Oui, c'est l'étape suivante, c'est l'arrivée des hippies, en fait. Qui est décrite avec une belle ironie. On les voit descendre le plateau, les chaussures pleines de boue, en chemise colorée et fleurie, avec des colliers de fleurs. Là, pour le coup, je me suis laissé un peu libre cours à imaginer la scène sans avoir recours à de la documentation, parce qu'il n'y avait pas de document vraiment là-dessus, sur l'arrivée, la toute première arrivée des hippies nord-américains ou européens à Huautla, donc dans le village de Maria Sabina. Mais effectivement, ça va être le choc culturel, quoi, et la collision de deux modes de consommation du champignon, parce que les hippies viennent toquer à la porte de Maria Sabina pour être initiés par elle, chose qui n'est jamais arrivée dans le village. C'était toujours Maria Sabina qui pratiquait les champignons dans un cadre temporellement très strict aussi, de nuit, à l'intérieur, etc. Et puis en fait, quand les hippies arrivent, le champignon est commercialisé sur les marchés dans le village, tout le monde s'improvise chaman, sentant bien qu'il y a un commerce à en faire. Et donc c'est vraiment le début de la profanation, entre guillemets, c'est un mot un peu fort, mais désacralisation en tout cas du champignon. Alors, ça semble pas un mot fort, puisque ça semble être au contraire le message essentiel de votre roman. Comme disait Serge tout à l'heure, c'est commercialiser, profaner le sacré pour en faire un objet commercial. Oui. C'est le message que vous entendez délivrer ou c'est une invitation? Oui, c'est le message que j'entends délivrer, mais j'ai essayé de le délivrer de façon avec des nuances. Tout à fait. Alors, dans l'écriture, justement, l'exercice d'écriture, c'est une écriture de recherche, peu de reportage, et avec une ironie politique, une douce ironie qui nous présente le jugement. Oui, c'était un peu l'idée de montrer que Maria Sabina, en fait, elle est prise dans des contradictions comme tous les autres personnages. Les Wasson, avec cet appétit de savoir un peu dévorant, ce désir de gloire scientifique. Et puis Maria Sabina, qui au début est très bienveillante, curieuse quand même de savoir qui sont ces Occidentaux qui viennent la voir, un peu flattée, on peut s'imaginer aussi, très apeurée de ce qui peut lui arriver. Et puis elle finit par elle-même tomber dans le piège de cette commercialisation, par demander de l'argent pour ses cérémonies. Donc je voulais la montrer aussi dans au début, c'est pour couvrir les frais. Au début, c'est pour couvrir les frais, effectivement, il y a des rouleaux de pesos ou de dollars qui Alors, se cachent sous les jupons. Elle se fait avoir du début jusqu'à la fin, puisqu'en fait, on la paye très peu, alors que d'autres s'enrichissent bien plus sur le dos de ce qu'elle a offert. Mais même les Wasson me semblent quand même pas des salauds de bout en bout, puisqu'ils sont... Ils sont quand même très curieux, ils ont documenté leurs découvertes, ils ont produit des ouvrages qui sont importants pour la communauté psychédélique et scientifique. Mais voilà, Wasson, je voulais quand même le montrer dans son aspect aussi le plus sombre sur la fin de sa vie, où quand on l'interroge sur qu'est-ce que vous avez fait au Mexique, regardez ce que c'est devenu, quoi. C'est un commerce, c'est devenu complètement lucratif. Il dit oui, mais en fait, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre 10 ans plus tard, donc j'ai pas de regrets. Juste, je vois mon terrain de recherche foutu, et c'est ça qui me fait mal au cœur. Il a assez peu de remords. De remords, ouais. Un petit peu pour Maria Sabina, qui est devenue un peu... qui a vécu la fin de sa vie dans la misère, et qui, après sa mort seulement, est devenue cette icône de la révolution psychédélique des hippies, mais elle a fini quand même plutôt oubliée, et ce n'est qu'après qu'elle a connu une gloire post-mortem, au point de finir sur des t-shirts, ce qui dit quand même beaucoup aussi de la marchandisation du champignon et de sa figure à elle, quoi. Alors, au niveau de votre style, j'ai relevé un très bel exercice de style sur justement cette foule de hippies, de chevelus qui débarquent frapper à la maison de Maria Sabina, avec ces espèces de petites affirmations comme un dialogue qui disent « Bonjour, nous sommes tes petits-fils, nous venons chercher le secours. » Vous nous diriez un passage de justement ces petites affirmations, on l'a vers le début et à la fin?
Moi, quand je travaillais sur ce passage-là, je l'appelais le cœur des hippies. C'était une espèce de dialogue choral comme ça où Maria Sabina ne parle pas. C'est juste les voix des hippies qui viennent toquer à sa porte et qui lui expliquent pourquoi ils sont là. Ouvre-nous, Maria Sabina, la nuit est tombée. Grand-mère Sabinita, fais-nous entrer. Fais-nous voir tes little things. Fais-nous rencontrer les enfants saints. Abuelita, offre-nous encore tes bonbons cosmiques, tes amers dragées, tes lutins des sous-bois, la chair de ton pays de boue, la chair de tes dieux. Nous promettons d'être sages, de finir notre assiette, de nous faire tout petits. Nos têtes ont faim, grand-mère Sabina. Feed your head, comme dit la chanson. White Rabbit, de Jefferson Airplane, tu connais? One pill makes you larger. Une pilule te fait grandir. And one pill makes you small. Une pilule te fait rétrécir. Et à la fin, ça dit feed your head. Je continue? Non. C'était pour mettre en appétence nos lecteurs. Il faudrait plusieurs voix. Il faudrait être à cœur. Alors, vous êtes, Benoît, prof d'université, spécialisé dans les civilisations et la littérature latino-américaine. C'est bien ça? Oui. Vous faites des voyages fréquents en Amérique du Sud? Pas si fréquent, non. Moi, je travaille plutôt en littérature, donc finalement, c'est pas tellement un travail de terrain. Ça l'est parfois, mais les livres, j'arrive à me les procurer. Je travaille surtout sur des textes, en fait. Donc, je pense que le dernier grand voyage, si ma mémoire est bonne, c'était celui où j'ai découvert l'histoire de Sabina. Donc, vous êtes allé à Huelta de Rimaez. Alors, je suis pas allé dans son village précisément, puisque j'ai découvert l'histoire à la fin de mon séjour, et c'était à Oaxaca, dans la grande ville. Mais j'ai passé quelques jours dans ce paysage-là, des montagnes. Alors c'est la Sierra, la chaîne de montagnes d'à côté, c'est pas la Mazatec, mais l'autre. Mais disons que ce paysage-là, brumeux, un taux d'humidité incroyable, n'importe quel jour de l'année. Avec les purées d'avocats écrasées partout, voilà. et les scarabées retournés. Alors ça, c'est un souvenir de voyage, pour le coup. C'est vraiment une scène qui m'a marqué. On était dans ce village-là, et puis c'était le guacamole par terre, quoi. Les avocats, il y en a tellement qu'on les ramasse pas, ils s'explosent par terre, et les voitures glissent dessus. Et il y avait effectivement plein de scarabées retournés sur le dos. Est-ce que vous avez idée de comment les habitants de Huatla et les Mazatèques considèrent aujourd'hui Maria Sabina? Est-ce qu'elle a une tombe anodine? Est-ce qu'elle a été jetée à la fosse commune? Est-ce qu'elle a un mausolée? Comment on l'aperçoit encore aujourd'hui? Je parlais vraiment des Mazatèques, pas des hippies qui en ont fait son effigie sur les t-shirts. Comment est-elle considérée aujourd'hui par son peuple? Aujourd'hui, c'est une icône, même pour les gens du coin. Quand on regarde des images de Huautla, donc sa maison est devenue une espèce de petit musée à sa mémoire. Il y a une grande statue sur un rond-point. Bon, ça reste une petite ville, hein, donc c'est pas monumental, mais il y a quand même beaucoup d'affiches, de fresques peintes avec son visage. Enfin, c'est devenu une icône populaire. Érigée par les habitants ou par les hippies qui en font un les sanctuaire? Mexicains, ouais, par les gens Mexicains eux-mêmes. Les locaux, ouais. Je pense. Pour en revenir à votre écriture, vous êtes auteur d'un premier roman, d'un deuxième. Comment prépare-t-on un deuxième roman, et non pas un second, hein, nous sommes d'accord? Comment prépare-t-on un deuxième roman quand on a écrit le premier? Est-ce que je dois mieux gérer ça, je dois m'expliquer là-dessus, je dois mieux travailler? Comment ça se passe? En fait, moi, j'ai pas eu ce temps, ce creux là entre. J'ai pas vraiment eu Enfin, disons que la temporalité a été compliquée parce que j'étais déjà en train de travailler sur celui-ci quand le premier n'était pas encore sorti. Donc, en fait, il y a eu une espèce de tuilage comme ça. J'ai pas eu ce moment où ça s'arrête. On est dans la prise de tête. À quelque chose près, Buenos Aires n'existe pas, aurait pu être votre deuxième roman. Presque, ouais, je pense. Ouais. J'ai plus trop la chronologie précise en tête, mais en tout cas, je sais qu'il n'y a pas eu ce moment que j'ai maintenant, en prévision d'un éventuel troisième, où on se dit, bon, alors j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, ça s'est enchaîné assez vite, quoi. Donc, c'est pas l'angoisse du deuxième, mais du troisième. Justement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez nous faire, après le Mexique, après l'Argentine, vous allez nous emmener où? Dans un pays, je sais pas, au Venezuela, dans un pays
Sur les traces du Che ou... Alors c'est très très flou, très embryonnaire, vraiment, il n'y a rien de très précis. On sera toujours en Amérique du Sud ou ça Bah, même je pense pas pas, acté? non. Non. Là, j'aimerais bien travailler sur du paysage plutôt français, plutôt local. Ouais. Mais voilà, les idées sont... C'est pas que je veux pas en parler, c'est que c'est trop flou, c'est trop les débuts pour que ça ressemble à quelque chose, même quand j'en parle. Est-ce que les Mexicains eux-mêmes ont l'impression d'avoir été spoilés? Et est-ce que il y a le pouvoir Mazatec existe toujours, ou Maria Sabina était la dernière chamane, enfin la dernière transmetteuse du pouvoir des champignons, des petites choses? Alors ça, non. Il y a encore des pratiques de guérison par les champignons. Je pense que c'est quand même difficile aujourd'hui de distinguer ce qui est de l'ordre du néo-chamanisme un peu charlatan, même à Huautla, de ce qui est l'orthodoxie, s'il y en a une, des pratiques chamaniques telles que Maria Sabina les pratiquait. À mon avis, tout ça, c'est un peu mêlé. Et la pratique s'est occidentalisée parce qu'il y avait une demande qui continue d'être présente aujourd'hui. Il y a toujours, peut-être même plus que jamais, non, peut-être un peu moins que dans les années 60-70, mais il y a toujours un tourisme chamanique assez fort en Amérique latine. On entend parler de l'ayahuasca dans la jungle amazonienne. Les champignons, pareil, ça reste un bien de consommation pour les touristes, y compris latino-américains, parce que maintenant, eux-mêmes sont dans des pratiques occidentales. Et puis, on me racontait il n'y a pas si longtemps que quand un botaniste qui se promenait dans le coin de Huautla, là, du village de Maria Sabina, quand il faisait des expéditions comme ça dans la forêt autour de la ville, lorsqu'il trouvait des psyllos, il s'empressait de les faire disparaître, donc les planquer, les détruire, parce que en fait, il y a cette crainte, il y a cette grande crainte que ça déséquilibre encore toute l'économie locale. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un dans un village de ce coin-là tombe sur alors pas un gisement, un coin, un champignon hallucinogène, il y a le risque que tout le monde se mette à devenir vendeur de champignons. Que ça ne sache recommence, plus. Voilà. qu'on ait des chevelus qui écoutent les Rolling Stones sur la place du village. Oui. Est-ce que l'environnement de Huautla a souffert de tout ce passage, de toute cette économie, de ce coup de projecteur sur ce village? Dans le paysage, je ne suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. Et puis l'urbanisation, elle était déjà en cours. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé d'indiquer subtilement par petites touches dans le livre, c'est que c'est pas les Wasson qui sont arrivés en gros colons et qui ont complètement tout bouleversé. J'essaie de dire à des moments que l'urbanisation du Sud-Mexique était déjà en cours, l'hispanisation aussi. À l'école, on commence à forcer les enfants à parler espagnol et à abandonner leur langue autochtone, qui est le mazatec. Enfin, j'ai essayé de montrer que les Wasson n'étaient pas non plus... ils n'étaient pas responsables de tout. Qu'ils ont participé à ce mouvement de dévoilement des derniers secrets ancestraux et d'occidentalisation à peu près les quatre coins du monde, mais ils n'en sont pas les uniques responsables. Et donc aujourd'hui, Huautla, c'est devenu plutôt une grande ville, même si c'était une petite ville à l'époque de Maria Sabina, ça a grandi. Parce que dans votre roman, l'accès paraît assez compliqué, mais cependant, il y a un aéroport. Il y a un aéroport qui est en train d'être construit, qui est toujours en activité, et maintenant il y a des grosses routes, mais comme dans tout le Mexique. Alors, Benoît Coquille, vous êtes enseignant en littérature latino-américaine. Avez-vous vous-même des références et êtes-vous inspiré par les auteurs sud-américains? Et lesquels? Moi, j'ai une affection particulière, et puis c'est un peu mon champ de recherche précis sur la littérature argentine. Donc, je convoquais plutôt pour le premier livre, avec Borges, qui apparaît à un moment. Enfin, je m'imaginais des rendez-vous manqués avec Duchamp, des gens qui n'avaient pas vu là-bas. Et qu'est-ce que ça aurait pu donner s'ils s'étaient rencontrés? Donc, il y avait Borges, il y avait Macedonio Fernandez, qui est un auteur un peu moins connu en France, mais assez fou aussi. Et je pense que pour celui-ci, ça m'a nourri aussi de façon peut-être plus inconsciente. Moi, j'aime beaucoup la littérature fantastique argentine, Borges à nouveau, Cortázar,
Et puis il y a un auteur que je cite souvent parce qu'on ne le connaît pas encore beaucoup, même si il est republié en français là dernièrement, qui s'appelle Saer, S-A-E-R, Juan José Saer, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle en français L'Ancêtre, El Entenado en espagnol, qui pour moi est un bijou, voilà, que je cite souvent quand on me demande de choisir un livre qui m'a marqué en littérature argentine, je dirais Saer. Vos étudiants sont au fait que vous avez une autre activité? Un petit peu, ouais. Après, j'en ai pas fait. Vous ne faites pas trop écho. Ils ne viennent pas vous dire, ah, monsieur, j'ai lu, Ben dédicacez-moi. Je crois pas. Non, ça m'est pas encore arrivé, ça. Après, j'ai pas fait la pub en cours. Donc, je pense qu'ils n'ont pas eu forcément accès aux médias qui en parlent. Mais bon, ça viendra peut-être. On espère, Benoît, avoir donné envie à notre auditoire d'aller se ruer sur le stand de la librairie du Marais pour accueillir le 13e volume de leur collection, le prix de deuxième roman. En attendant, on va vous remettre très officiellement ce prix. Monsieur le Président, à vous de jouer. Et je crois qu'il est collé au chocolat, Monsieur le Président. Non, parce qu'il y a un chèque, il n'y a pas que le chocolat non plus. Non. Est-ce qu'il y a de la psilocybine dans le chocolat? Est-ce qu'il y a des champignons dans le chocolat? Oui, bien sûr. Alors, justement, Benoît Coquille vous retrouve sur les manches debout de la librairie du Marais pour une petite dégustation de non, non, pour signer le roman, pour vous dédicacer ce beau deuxième roman. Merci à Benoît Coquille, merci Monsieur le Président, merci à Lecture en tête pour suivre ses auteurs. Et merci beaucoup pour ce prix, moi ça me fait très très plaisir. C'est mon premier. Et Laval, c'était le premier festival où j'ai été invité il y a 2 ans, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça a du sens pour moi. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il est en pleine hallucination, il ne se rend pas compte qu'il va redescendre. Et, en fait, il n'est pas à Laval du tout, il est je ne sais pas où, il va se réveiller, c'est moche. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on en prend, puis après on redescend et c'est fatigant. Bravo, Benoît. Bravo. Merci à toutes et à tous.